Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, c'est vendredi et dans mon studio, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Chocteau. Bonjour Vanessa. Bonjour Béatrice. Alors Vanessa, tu es une femme multitalent et tu as beaucoup de casquettes. J'en citais quelques-unes en préparant cet épisode. D'abord, tu es la directrice générale de la BU DokaPost Institute. Tu es également la directrice de l'accélérateur French IoT. Et puis enfin, tu es également membre du COMEX de la Fondation Femmes Numériques. Ça fait beaucoup de choses. Innovation, start-up, mixité, plein de sujets que j'adore explorer. Alors tu connais la tradition, dans ce podcast on commence par une première question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Bonne question. J'ai passé des années à me poser la question. Justement, quand on est petit, on voit pas très bien. Et c'est un stage en seconde où je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça, c'était l'architecture. Je suis allée chez un architecte pendant 15 jours. J'ai vu tout, la conception, la création, les plans, l'utilité, parce qu'ensuite je suis allée visiter les chantiers. Il construisait des maisons de retraite, des extensions d'écoles et aussi des maisons incroyables, des villas. Et je me suis dit, ça c'est ce que je veux faire. Voilà. Excellent. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et au final, t'as pivoté complètement avant l'heure. Tu t'es orientée sur... J'ai fait mon parcours plutôt en sciences économiques et sociales, tout simplement parce que je viens d'un terreau familial où on n'avait pas l'habitude des écoles. Je viens de province, on n'avait pas l'habitude des écoles d'ingénieurs, des prépas, des écoles de commerce, etc. Encore moins des écoles d'architecture, donc c'était des parcours complètement inconnus. Donc j'ai suivi, à un moment donné, on m'a un petit peu dissuadée. Avec du recul, j'aurais pu y aller. Mais c'est pas grave parce que finalement le parcours, je me suis dit je veux pas me fermer des portes, je veux m'ouvrir au maximum. Donc sciences économiques et sociales pour moi c'était un beau tremplin pour voir le monde de l'entreprise sans oublier les humains, les hommes et les femmes. Et c'est ce que j'avais envie d'explorer. Voilà, donc je me suis dit je m'ouvre un maximum de portes en prenant la filière la plus large possible. Et puis on verra. Généraliste, quoi. Oui. Tu habites où à cette époque-là ? Alors moi, je suis de l'ouest de la France, donc Vallée de la Loire, Angers, Nantes, voilà. Donc, et tu fais tes études dans la région ? Tu fais tes études dans la région ? J'ai fait mes études dans la région, effectivement, parce que j'avais ma famille, j'étais la première. En fait, j'étais la première des enfants, j'étais la première des petits-enfants, de personnes qui étaient effectivement employées, ouvriers, des fois du monde agricole. Donc voilà, c'était je ne connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Je voyais passer des blouses blanches à Angers, c'était les Gazards. C'était un monde très étrange pour moi, assez éloigné. Je voyais l'ESCA, les écoles de commerce, voilà, mais c'était un monde complètement inconnu. Et je pense que ça a aussi aiguisé, on va dire, ma curiosité. C'est-à-dire, je me suis dit, mince, c'est dommage que aussi jeune, on ne sache pas. Donc, l'accès au savoir, à la connaissance, c'est quelque chose de très important aussi. Et déterminant, effectivement. Oui, tout à fait. Et du coup, tu commences par rejoindre un premier institut d'études, c'est ça ? Un premier cabinet de conseil ? Comment est-ce que c'est ? C'est ça. En fait, j'ai tout le temps eu des opportunités. Donc, mon stage de fin d'études, à l'époque, c'était une spécialisation, un équivalent master marketing et stratégie. Je travaille dans un cabinet de conseil qui était en pleine croissance à Nantes, qui maintenant s'appelle The Links, qui à l'époque s'appelait GEA. Et là, effectivement, j'arrive pour mettre en place tout le conseil, relations clients, marketing auprès des clients. Donc, on était au balbutiement à l'époque, de tout ce qui allait être maintenant, tout ce qui est CRM, analyse marché, gros hacking, etc. Maintenant, on parle de gros hacking. Marketing traditionnel, mais j'avoue, moi, c'est plus sexy de dire gros hacking. Voilà. Et du coup, quelques années plus tard, tu vas rejoindre le groupe La Poste à une direction qui est en plus super intéressante, qui est la direction du courrier. C'est un peu le nerf de la guerre. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, là, c'était une grande envie. C'est-à-dire que quand j'ai fait du conseil, j'étais de l'autre côté de la barrière. En fait, j'agissais pour des clients et ma grande frustration, et je n'avais pas perdu de vue mes besoins d'architecture, c'est que je concevais, je mettais en place les plans, mais ensuite, je ne voyais pas le résultat. C'était chez les clients, c'était tout à fait normal. Donc, même avec une très bonne relation client, voir l'impact de tout ce qui avait été mis en place, je ne le voyais pas. Donc, passer de l'autre côté, rejoindre le groupe La Poste, et j'avais eu l'occasion d'organiser des tables rondes, des enquêtes pour le groupe en tant que client. Je me suis dit, passer de l'autre côté, c'est quand même très intéressant pour avoir ce suivi de A à Z. Voilà. Et en plus, là, tu rejoins du coup une entreprise qui est connue vraiment de tous les Français,
qui a un rôle aussi social de proximité, présent dans tous les villages. Tu vas toujours trouver une poste quelque part. Exactement. À l'époque, ce qui m'avait plu dans cette entreprise, c'est la dimension humaine. Alors, c'était un sacré saut. Je passais d'une entreprise de 60 salariés à tout d'un coup un groupe de 280 000 personnes. Voilà. Je rejoins la région parisienne, un grand saut également. Mais c'était choisi. J'étais ravie parce qu'en fait, je me suis dit, c'est une entreprise où j'avais vu côté études, accompagnement client, que l'écoute des utilisateurs, de ceux qui allaient à la Poste au quotidien, ça faisait partie de l'ADN de la Poste. Et je me suis dit, j'aime ça. C'est une entreprise qui est là pour aussi avoir un impact fort sur la société. Donc voilà, j'ai eu plaisir à la rejoindre. Et là, finalement, tu es sur la partie du coup courrier, parce qu'effectivement, il y a plusieurs métiers au sein de la Poste, et tu t'occupes des compétences du coup de la direction. Quelles sont leurs problématiques, formations? Parce que pour le coup, est-ce que c'est des chefs de bureau de poste? Qu'est-ce qu'on appelle la direction du service courrier? Alors, à l'époque, la direction courrier était la plus grosse branche du groupe, forcément, puisque c'était le métier traditionnel. On fait ce métier à la Poste depuis maintenant plus de 6 siècles. Donc, c'était une entreprise, en plus, avec grande capillarité. En fait, moi, j'étais au niveau du national, et effectivement, on avait le système en région, le système en département, puis le système au niveau local. J'avais en ligne tous les métiers, production, commercial, etc. Alors au début, je m'occupais de la satisfaction client. Donc j'ai remis à plat toutes les mesures de satisfaction client à l'époque au niveau national sur le courrier. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, une DRH qui montait complètement sa direction m'a dit viens marketer la DRH chez moi. Et ça a été fabuleux parce que je découvrais un nouveau métier. Et effectivement, là, l'accompagnement compétent, c'était accompagner au bon recrutement. On savait que ça allait être décisif pour les années à venir du groupe, parce que le groupe commençait à avoir une décroissance du courrier, et une croissance du colis. Il y avait un rééquilibrage qui était en train de s'opérer, c'était moteur. Et donc, toutes nos actions en termes de recrutement, accompagnement manager, c'était pour montrer qu'on devait, à présent, choisir les meilleurs, on devait accompagner ceux qui étaient là, on devait accompagner les postiers, les postières à passer à l'étape d'après. Voilà, c'était un moment bouillonnant, parce qu'on était en train de revoir toutes les configurations de postes, de mobilité, de montée en compétences. Et puis surtout, on devait gérer 2 statuts au début des années 2000. C'était le statut fonctionnaire et le statut contractuel. Et c'était pas les mêmes dispositifs pour progresser, pour avoir de la promotion, pour avoir des mobilités. Donc en fait, c'était un moment, moi, que j'ai trouvé passionnant. Et à nouveau, là, je retrouve ma casquette architecture. C'était trouver des façons de faire, des façons de contourner, de trouver des dispositifs qui convenaient à tous. Parce que là, tu le disais, en fait, la Poste, quelque part, tu citais tout à l'heure, ça fait 6 siècles. C'est énorme, quand même, c'est fou. On se dit aujourd'hui, à l'échelle de vie d'une start-up, moi je compare, ça paraît incroyable. Et tu le disais, effectivement, donc les activités courrier qui sont plus traditionnelles commencent à décroître, c'est l'arrivée du numérique, on envoie des mails. Et il faut partir, du coup, trouver des nouveaux gisements de valeur, des nouveaux relais de croissance. Et quelques années plus tard, justement, tu es positionné sur un des nouveaux relais de croissance qui est celui de la mobilité. Tout à fait. Alors la mobilité au sens transport du terme, oui. Ouais. Là, à nouveau, ça a été un saut pour moi, mais finalement, je me rends compte avec du recul que j'ai accompagné l'évolution aussi de la Poste. Là, pareil, c'est une opportunité. C'est une dirigeante du groupe qui m'a proposé de la rejoindre parce qu'elle était en train de remettre à plat toute sa direction industrielle. Donc, c'était aussi un pari. Je changeais à nouveau de métier, de filière. Et elle était dans les grands projets de transformation. Et là, c'était un moment assez fabuleux parce qu'en fait, il fallait qu'on repense complètement les schémas industriels, les schémas de transport. Alors ça, bien sûr, c'était le travail au quotidien de ma dirigeante et de ses grandes équipes. Et elle m'a positionnée à l'époque sur des dossiers incroyables. Je travaillais sur des pistes pour examiner des relais de croissance, effectivement. On a d'ailleurs toujours des facteurs, des factrices qui passent tous les jours en tout point de France. Et la question était de se dire, ils font beaucoup pour les Français, les Françaises au quotidien, pour les entreprises. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui reste dans le métier, en fait. Donc à l'époque, se dénaturer, parce que c'est ça qui est difficile. Oui, se dénaturer, parce qu'effectivement, il y a la valeur du métier, être au service des personnes, leur amener le courrier, etc. Ça avait beaucoup de valeur.
pour eux, à leurs yeux. Et donc, à l'époque, on a exploré et on avait carte blanche pour explorer plein de choses. Donc, c'est pareil, une période incroyable où on a exploré ce qu'on appelle la reverse logistique. Comment les facteurs, amènent le courrier et peuvent repartir avec quelque chose. Donc, c'est là que on a travaillé d'ailleurs avec une start-up à l'époque qui a rejoint le groupe Nouvelle Attitude. Ça a donné lieu au développement d'une nouvelle offre qui s'appelle Recygo. C'est le recyclage des papiers dans les entreprises pour les ramener en masse, en fait. Et puis après, plus tard, il y a eu... ça s'est développé depuis. Maintenant, il y a des accords avec... des imprimeries, avec les papetiers, et puis avec des filières de recyclage. Donc, on joue notre rôle, vu qu'on est présent un peu partout, et donc on peut, à moindre mobilité, en utilisant les mêmes voitures, reprendre des choses. Il faut le dire, en fait, le nerf de la guerre, c'est les frais de logistique. C'est les frais de logistique, le fait qu'on passe partout. À l'époque, commençait déjà à arriver très fortement la fermeture des centres-villes aux véhicules polluants. Donc, il y avait toutes ces réflexions. Donc, il y avait cette piste de qu'est-ce qu'on fait en plus pour nos clients. Il y avait la piste aussi de la logistique urbaine, qui a été une piste largement explorée depuis plutôt. Et puis, une autre piste que j'ai adorée, c'est effectivement repenser notre parc de véhicules. Alors là, je n'étais pas ingénieur, je ne suis pas ingénieur à la base. C'est quand même incroyable. Tu retrouves sur des trucs quand même qui sont très techos, sur du... Très techos, c'est quelque chose de très important. Je pense que ce qui compte, c'est surtout savoir s'entourer et puis savoir mobiliser les bonnes équipes. En fait, moi, j'ai toujours été avec des équipes très agiles, très petites, mais justement, faire appel à chaque fois aux experts de chaque métier. Et je pense que ça, c'est important quand on est un peu généraliste, de savoir activer ça. Et donc, réfléchir sur les véhicules, c'était se dire, on fait un constat, il y a très peu d'offres de véhicules électriques en France. Or, on a un parc incroyable, nous, de véhicules. On a envie de passer à du véhicule moins polluant. Le parc est immense. Le parc est immense, voilà. Et 2008, les États généraux de l'automobile font que les ministres demandent au président du groupe La Poste de réfléchir à cela et de devenir un peu leader sur une commande publique de véhicules électriques. Et là, j'ai eu la chance d'accompagner ce mouvement. Et voilà, c'était incroyable. La grande période en plus des Vélib, du Green à Paris. Ça commençait à arriver, effectivement. Et donc, nous, on a réuni, alors le groupe La Poste, on était ceux qui devaient assurer la cohésion de la demande. Donc, on avait 20 groupes partenaires, des grands groupes, ADP, SNCF, EDF, donc plein de grands groupes français, Engie, etc. Et on a tous travaillé ensemble pour établir un cahier des charges unique, pour faire une commande unique et pour déclencher... ce mouvement des constructeurs automobiles, alors on était bien avant l'arrivée de Tesla, mouvement des constructeurs pour passer à l'électrique, parce que c'était la technologie à l'époque la plus adaptée par rapport au parc de production d'énergie, notamment avec le nucléaire qui était en place. Donc tant qu'à faire, autant profiter de cette énergie qui était à disposition. Donc là, on le voit finalement, tu es positionné sur des activités très green, la mobilité qui est identifiée comme un des nouveaux fers de lance. Et en plus, en parallèle, on commence à assister à la montée du e-commerce, du numérique. Et là, tu es appelé pour une nouvelle mission côté DocaPost. Oui, alors, entre-temps, effectivement, j'avais poussé les modèles économiques qu'on avait trouvés sur des relais de croissance. J'avais monté une première spin-off, donc une première entité dont j'ai été la directrice générale qui s'appelait Greenovia. Donc, on faisait tout le conseil en mobilité. D'ailleurs, on avait accompagné à l'époque Autolib, on avait accompagné plusieurs acteurs du marché. Ouais. Pour commencer à penser les placements d'infrastructures de recharge, pour penser à leur donner aussi des conseils que nous, on avait, parce qu'on avait déjà déployé une flotte de véhicules à la Poste, parce que à l'époque, sur 40 000 véhicules, on en avait 10 000 électriques. De dire, ça y est, je lance ma BU. Oui. Ça, c'était très sympa. Alors, ça fait peur au démarrage, parce que on part de quelque chose qui a été écrit. C'est comme une start-up, on part d'un business plan, d'un business model, et puis, tout d'un coup, du jour au lendemain, il faut se lancer. Donc ça, c'est très sympathique. Mais tu vois, je trouve ça quand même incroyable de te dire, OK, t'es dans un grand groupe comme La Poste, 280 000 collaborateurs, c'est une machine. Et tu vois, il y a cette mise en mouvement, on se dit, OK, là, attention, ça bouge, c'est dangereux, et hop, on se lance, on tente, on lance des initiatives comme celle-là. Tu vois, on a tendance à caricaturer, dire, OK, on oppose grand groupe contre start-up. La réalité, c'est qu'on peut innover, quand je t'entends, en grand groupe, quoi. Tout à fait. Et je pense que c'est la clé de succès et la clé de longévité du groupe que moi j'ai vu de l'intérieur. C'est un groupe très structuré.
Nous ne serions pas à ce niveau de qualité sur nos différentes branches, courrier, colis, etc., avec en plus la naissance de la banque postale, si on n'avait pas une structure, que si c'était pas aussi processé, voilà, c'est tout à fait normal. Et en même temps, c'est un groupe où, grâce à ses dirigeants, grâce à son actuel dirigeant aussi, Philippe Val, et puis tous les membres COMEX, il y a ces autorisations de créer des bulles d'innovation, donc de miser aussi sur l'innovation, sur la co-innovation, pour que, en parallèle, se développent des nouvelles bulles en fait. Et ça, c'est dû à quoi? Parce que tu vois, c'est des choses un peu magiques. Moi, à côté, j'ai aussi d'autres pairs qui sont en grand groupe. Au contraire, l'innovation est annihilée, étouffée. Qu'est-ce que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est tu parlais tout à l'heure du sponsoring? Ça, pour moi, très c'est important. Le point de départ, les dirigeants, important. Les dirigeants, si eux-mêmes ne se souviennent pas de l'innovation, c'est tué dans l'œuf. Tout à fait. Et ensuite, comment tu crées ces espèces de bulles? Si demain tu dois conseiller à quelqu'un de créer sa propre bulle dans un grand groupe, tu dis quoi? Faut commencer par quoi? Je pense qu'il faut commencer par aussi l'affirmer, enfin ses intentions, quoi, la volonté de créer quelque chose, et puis y aller comme une start-up. Moi, j'ai commencé à accompagner les startups à partir de 2015. En fait, c'est beaucoup une histoire d'intention, de volonté, d'ambition, et puis après montrer qu'on y va par étapes. Parce que arriver avec un business plan en disant c'est bon, on va faire 30 millions, ça peut faire peur dans un grand groupe parce que généralement on sait bien que ça va pas tout à fait se passer comme cela. Alors que montrer que non, on a envie de démarrer sur un pilote. Alors un pilote de grande taille. Le pilote rassure. Voilà, ouais. Le pilote rassure, c'est ce qu'on avait fait à l'époque sur différentes explorations. Mais un pilote, un vrai pilote, pas l'époque où on va se dire que bon, au bout de 3 mois on arrête. Un pilote et puis ensuite passer à une phase de généralisation, non, je pense que c'est ça. Après, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est une vraie vie d'intrapreneur, hein, comme les entrepreneurs. Donc voilà, il faut avoir la volonté d'y aller. C'est ça, être entrepreneur, c'est aussi des hauts, des bas. Ah bien sûr. Il y a des déceptions, tout le monde n'est pas forcément embarqué par le projet. Comme tu parlais des process, c'est une vraie force, mais parfois faut composer avec, alors que quand on a envie d'entreprendre, on a envie d'être lancé, de pas forcément de compte, c'est aussi un équilibre à trouver, quoi. Un équilibre à trouver. Oui, c'est un savant équilibre. Et puis chacun a son rythme. On a des branches qui évoluent toutes différemment. On a la branche courrier, colis, service. On a la branche numérique et grand public. On a la branche donc avec la banque postale. On a la branche tournée vers l'international et l'express avec Géopost. Donc chaque branche évolue aussi à son rythme, au rythme du marché. Ouais. Et donc là, finalement, avec ce premier spin-off, tu te fais la main, tu découvres un peu les bases d'entrepreneuriat. Peut-être que tu avais précédemment déjà expérimenté, mais là, tu le fais vraiment avec une BU formelle. Oui, une BU, et je vois les changements aussi. J'étais beaucoup là sur une BU conseil, et je voyais que de plus en plus, il y avait une part du numérique. Dans la mobilité d'ailleurs, c'était les démarrages des plateformes, c'était les démarrages de Blablacar, c'était les démarrages de plein de choses au niveau de la mobilité. Et je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Le numérique prend une part cruciale. Enfin, c'est incontournable, ça devient incontournable. Donc c'était 2014, 2015. Et là, je me suis dit, oui, Banco, DocaPost, c'est notre filiale numérique emblématique. Et donc, un peu la pépite e-commerce du groupe. Alors, pas e-commerce, c'est numérique. Numérique parce qu'on est DocaPost est en B2B. DocaPost est devenu maintenant un éditeur logiciel. Donc, on a des plateformes pour nos clients, donc grands groupes, ETI, PME, également pour le secteur public. Ce sont des plateformes pour traiter tous ces processus internes. Donc ça va être de l'authentification, de l'enrôlement des usagers ou utilisateurs, jusqu'à l'archivage des données sécurisées, vu qu'on a été les premiers à avoir l'hébergement agréé données de santé, etc. On opère le dossier médical. Donc voilà, DocaPost, c'est vraiment cette partie numérique, moins e-commerce au sens front, sur la partie CRM, mais plus sur la partie back et processus. Oui. Signature numérique, signature en ligne, tout ce qui va être contrat également en ligne. On a tous les systèmes d'identification, les hauts niveaux d'authentification, etc. Et du coup, ça c'est presque la partie pour moi un peu immergée de la Poste. Tu vois, le grand public ne connaît pas forcément DocaPost. Oui. Alors que DocaPost opère auprès de plein de services publics, vous avez beaucoup de grands comptes. Et est-ce que tu peux nous raconter, du coup, quels sont les profils un peu des collaborateurs au sein de DocaPost? C'est beaucoup de quoi? D'ingénieurs, de tech, de beaucoup d'ingénieurs, oui. On a plus de 7000 collaborateurs chez DocaPost. DocaPost, c'est aussi une histoire de croissance incroyable, impulsée par ses dirigeants et plus récemment par Olivier Vallet, son CEO.
où à chaque nouveau besoin client, on va chercher les meilleurs sur le marché et on fait de la croissance externe ainsi. Donc on s'accoste avec les meilleurs du marché pour avoir vraiment les meilleures prestations sur le vote électronique, sur la signature en ligne, etc. Donc, et puis surtout, garder à l'esprit qu'on veut être et on veut continuer à être tiers de confiance. La Poste est un tiers de confiance pour les particuliers dans le monde physique. On fait confiance à la Poste, on a le tampon La Poste, etc. Eh bien, on transpose la même chose dans le monde numérique avec DocaPost. Et donc, nos profils, c'est pour opérer ces plateformes, on a à peu près, on a plus de 1000 développeurs, on a 400, à peu près 400 en expertise IA data, on a quasiment 400 aussi en expertise cloud. On a de plus en plus de forces de frappe sur la cybersécurité. Donc voilà, des profils très tech. Quand on pense encore une fois à la Poste, on ne projette pas forcément, tu vois, des développeurs, des spécialistes du cloud. Et pourtant, côté startup, vous êtes plus connus parce qu'on peut vous voir, que ce soit au CES, soit à Vivatech, vous êtes très présents, en revanche. Et alors justement, toi, tu as beaucoup développé la relation avec les startups. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde? Alors, ce qui m'a plu, c'est... Alors, au démarrage, on le faisait avec une intention. On voulait bâtir un écosystème d'acteurs autour de nous, DocaPost. Donc, on avait fait appel à des grands groupes partenaires et on s'est dit, il faut qu'on tende la main aussi aux startups parce que c'est des superbes pépites, elles sont incroyables, elles ont plein d'idées. Et moi, c'est ce qui me plaisait, c'est les idées à la minute et des solutions où à chaque fois, moi, tous les ans, et d'ailleurs, ça fait 9 ans, on est à la 9e édition de ce programme startup. Donc, c'est des startups uniquement sur des solutions numériques et en plus à impact. Donc, il faut vraiment qu'on ait le même ADN sur l'envie d'avoir un impact positif sur la société, donc que ce soit environnemental, que ce soit sociétal. Et ça, c'était très important de bâtir cet écosystème. Donc, et moi, ce qui m'a plu, c'est des solutions incroyables où à chaque fois on se dit mais pourquoi nous n'y avons pas pensé plus tôt? Alors nous, la société, pas que le groupe La Poste, c'est en général, et on se dit c'est fou. On voit tout de suite ce qu'on pourrait faire ensemble, donc les synergies potentielles avec les startups. Ça, moi, j'adore. Et puis, je trouve que ça apporte beaucoup, et j'aime là dans la relation humaine. Nous, on apporte aux startups dans la maîtrise des processus, la rigueur, aller aussi sur l'influence, donc aller voir les ministères, aller voir les bonnes associations, etc. pour faire avancer, parce qu'il y a beaucoup de pédagogie de marché à faire. Donc ça, nous savons faire. Et discuter avec les startups et travailler avec les startups au quotidien, ça nous apporte beaucoup sur l'agilité, sur ce que j'appelle l'audace aussi, le côté un peu impertinent sur on contourne. Alors on contourne bien sûr en toute légalité, bien sûr. Mais on va trouver une nouvelle façon de faire. On trouve des solutions. Et ça, moi, je trouve ça vivifiant. Enfin, pour le groupe, c'est superbe. Et du coup, maintenant, tu es à la tête finalement de l'Institut DocaPost, carrément, qui fonctionne aussi comme une BU à part entière. Tu peux nous raconter un peu comment fonctionne cet institut ? Alors, on a décidé, il y a de ça à peu près 1 an et demi, de regrouper toutes nos activités de formation chez DocaPost. Alors, pourquoi ? Parce qu'on avait plusieurs business units, alors qui sont plutôt en mode éditeur logiciel, qui avaient de plus en plus des demandes clients de formation aux produits DocaPost. C'est-à-dire, on n'implémente pas seulement la solution, mais c'est aussi accompagner dans le temps pour rendre autonomes les équipes de nos clients. Donc, ces BU avaient commencé à construire effectivement des formations, des parcours de formation. On avait d'autres BU qui avaient déjà des activités de formation, mais des formations très tech, ce que j'appelle des formations sur étagère, des formations au langage de programmation, les formations à de la méthodologie projet, des choses de ce type-là. Donc, on partageait nos savoir-faire finalement et on le mettait sur le marché. Et puis, on avait aussi des équipes qui faisaient toutes les formations internes. Alors, formation interne, pareil, comme DocaPost, nous avons grandi très, très vite. Tous les ans, on avait des nouvelles solutions, des nouvelles sociétés qui nous rejoignaient. Donc, il fallait très vite acculturer l'interne aussi. Bien sûr. Et on s'est dit, on va regrouper toutes les activités de formation en un seul lieu parce que ça mutualise les compétences, les savoir-faire. On va de plus en plus professionnaliser. En plus, il y a des exigences Calliope très fortes. Donc, autant porter les exigences Calliope en un seul endroit, parce qu'au moins, on maîtrise le processus. Donc voilà, on a décidé de tout regrouper. Et dans ce giron, j'ai aussi mis l'accélérateur de start-up parce que 6 mois de l'année, nous les accompagnons et nous les formons. Donc, on reste toujours dans cette dynamique de formation. Donc, toutes les activités formation, on rejoint
l'entité d'Ocapost Institute. Parce que finalement, si je t'écoute, tu as 3 cibles. Tu formes l'interne, tu formes les clients d'Ocapost et tu formes en plus du coup les startups. Tout à fait. Super intéressant. Et ça les s'alimente startups un peu étant, on forme déjà aussi des PME PMI parmi nos clients d'Ocapost. Donc j'avais déjà bien sûr des startups, mais là il y a un focus très particulier sur les startups. Et moi qui me plaît beaucoup, parce que les startups, c'est normal, ce sont des fondateurs, des fondatrices de très haut niveau qui ont envie d'avancer vite et qui sont très très exigeants. Et je trouve que ça met la barre encore plus haut sur la qualité de formation. Et c'est ce que j'adore. Et là où je te rejoins, c'est que niveau d'exigence, moi je trouve à Cranté, il y a 10 ans, on était je te racontais Microsoft Venture, qui était un des premiers accélérateurs. Et tu vois, sur la scène, il y avait le lab de la Poste à l'époque qui existait aussi. Mais l'écosystème était encore un peu balbutiant. Aujourd'hui, il y a une grosse station F qui peut réaliser beaucoup de choses. Et il y a encore des accélérateurs du coup corporate comme le tien, comme celui de BNP Paribas. Et le niveau du jeu, il a cranté. Et le niveau d'exigence aussi. Mais c'est l'écosystème qui a pris aussi en maturité. Et effectivement, faut se mettre au diapason, quoi. Tout à fait, se mettre au diapason, et puis toujours sans oublier, moi c'est vraiment j'ai vraiment ça à cœur, accompagner que ce soit des collaborateurs ou des startups dans la connaissance, la montée en compétences, etc. C'est très important, surtout qu'on a des disparités. Et là, je rejoins aussi un petit peu mon histoire. Dans notre accélérateur, on a la mixité depuis 4 ans. 4 années consécutives, hybrider les profils, moi je trouve ça formidable parce qu'on s'apporte beaucoup. Et on a un mix de startups parisiennes et de startups de région. En fait, on fait à chaque fois une sélection tous les ans en mobilisant tous nos référents numériques, La Poste en région. Ce qui fait qu'on a des startups qui viennent de chaque région. Et ça, je pense que c'est important parce que les écosystèmes d'entrepreneuriat, d'innovation, là où on crée de la valeur à un territoire, ils sont existants. Ils ont énormément progressé grâce à French Tech depuis les années 2014-2015. Voilà, Nantes, c'est foisonnant, c'est superbe. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux d'accompagnement, et c'est tout à fait normal parce que chaque région a un peu son historique, ses domaines de prédilection sont, en fait, c'est le terreau économique local qui. Et Paris, vraiment polarise énormément de Paris moyens. Qui polarise, voilà. Donc on équilibre. On a à peu près 40% de startups parisiennes, 60% venant des autres régions. T'as un vrai sourcing local. Oui, vrai sourcing local, ça c'est très important. Et là cette année, on a 12 startups qui ont rejoint l'accélérateur. Et bien, on a 6 régions représentées. Génial. Donc ça, c'est un point très important pour donner accès à la compétence et à la connaissance à ceux qui ne savent pas forcément où aller et vers qui se tourner. Et du coup, compte tenu que tu as des cibles qui sont vraiment très différentes, comment tu t'es organisé en interne ? Quelles compétences tu as dans ton équipe ? Comment tu te structures ? Alors, en regroupant nos activités, déjà, j'ai eu la chance de découvrir un existant incroyable. Enfin, là, je parle de personnalités, de gens maintenant qui font partie de mes équipes. Et c'est ce que je leur dis tous souvent. Chacun a vraiment son actif, ses compétences et sa place. Voilà. Donc, j'ai des équipes d'ingénierie pédagogique là qui conçoivent le sur-mesure, qui conçoivent des formats maintenant différents parce qu'on n'est plus sur du classique en formation. Et là, c'est sur des thématiques comme la tech, sur la tech et beaucoup d'Ocapost. Alors nous, bien sûr, d'Ocapost, on est beaucoup sur la technologie. On se spécialise de plus en plus sur les formations, compétences tech dans l'IA, data, cybersécurité et tout ce qui va être cloud, parce que c'est vraiment nos domaines, bien sûr, fondamentaux chez d'Ocapost. Et également, on développe de plus en plus les formations au numérique, ce que j'appelle le numérique de confiance. Donc c'est tout ce numérique qui permet de répondre aux exigences européennes et françaises de souveraineté numérique, qui permettent de garantir l'usage de la data, qui permettent effectivement d'être représentatifs d'une éthique que l'on souhaite avoir autour du numérique. Donc on développe beaucoup et on conçoit nous-mêmes des formations autour du numérique de confiance. Bien comprendre les réglementations, bien comprendre les adaptations que l'on doit faire de nos plateformes internes. Alors quand je dis interne, nous, c'est chez les clients, voilà. Donc ce sont des formations qu'on développe en propre. Donc là, c'est par tes ingénieurs pédagogiques ? Tout à fait.
Et ensuite, dans ton équipe, tu as des profils un peu gestionnaires de formation? Voilà, j'ai des gestionnaires de formation parce que le domaine de la formation, c'est beaucoup d'industriel, finalement. C'est des plans de développement de compétences en masse. Administratif. Beaucoup d'administratifs pour inscrire les personnes, trouver la bonne formation, activer les bons formateurs. Donc cette partie administrative est très conséquente. Ça représente un tiers de mes équipes qui vont être au contact régulier avec nos clients et avec leurs équipes RH pour très très vite mettre en place et activer les formations. Et puis j'ai un tiers d'ingénierie pédagogique. Donc là c'est des conceptions sur mesure avec des personnes qui sont rompues à l'exercice des scripts et puis aussi de la formalisation de tutoriels, e-learning, etc. Et j'ai le reste de l'équipe qui va être beaucoup sur la chefferie de projet. Donc là, c'est véritablement accompagner les clients dans la durée pour bâtir alors déjà référencer nos formateurs, c'est un point très important. Trouver les meilleurs, alors que ce soit en interne ou en externe. On a beaucoup d'experts internes qui sont experts, mais qui des fois n'ont pas le bagage pédagogique. Donc on va les amener à pouvoir faire les deux. C'est quand même très valorisant d'utiliser tes experts internes. Enfin, dans la tech, c'est aussi très valorisé le côté peer-to-peer learning, partage de savoir. Oui. Le fait de dire à un expert tech, tu vas pouvoir partager ton savoir et faire une formation, j'imagine que c'est... Alors, je pense que côté marque employeur, c'est important de valoriser nos expertises internes parce que ça les sort du quotidien, c'est-à-dire un expert qui va travailler sur des grands projets à 12 mois ou plus, lui permettre de transmettre son savoir et d'avoir une valorisation économique de son savoir. C'est plutôt positif pour lui. Ouais. Et puis c'est aussi sa bouffée d'oxygène. Ça peut être s'extirper un petit peu des projets pour aller en formation pendant 2 jours, transmettre, voir des personnes avec des profils différents, des contextes différents, et ça enrichit. Ça enrichit des deux côtés. Ça enrichit les apprenants et ça enrichit l'expert. Donc nous on les identifie et tous ceux qui ont le potentiel pédagogique, bien sûr, on va les monter en compétence sur ces aspects-là et les référencer pour correspondre bien sûr aux exigences Calliope. Et puis on a tout un réseau externe de partenaires très pointus, parce que le marché évolue. Pour donner un exemple, l'année dernière on nous demandait beaucoup de formations en data, langage de programmation. Cette année ça a changé, c'est autour de certains logiciels data. Donc ça va très très vite et à chaque fois il faut trouver rapidement les bons experts. Donc on a tout ce vivier à manager. T'es pas sur une matière finalement qui est stable, type des compétences humaines, ou globalement les choses restent à peu près une année sur l'autre équivalentes. Là t'es sur vraiment un sujet qui est ultra mouvant, donc tu dois rester à la pêche constamment, quoi. Très mouvant et même sur des parcours longs. On parlait tout à l'heure des startups, on a un parcours long d'accompagnement, 6 mois, donc ça représente beaucoup de formations sous forme de bootcamp, masterclass, workshop, etc. Tous les ans, on change entre 20 et 25% des contenus des intervenants. Parce qu'en fait, tous les ans, comme tu le disais, il y a une progression des start-upers. Là où avant, ils avaient besoin de monter en compétence sur les modèles économiques, tout ce qui était design thinking, maintenant, c'est plus ça. On est plutôt, justement, on en parlait, le gros hacking, on est sur les ventes 3.0. On est beaucoup aussi sur le passage à l'échelle. Voilà, donc tous les ans, ça change. Et ça, c'est très important d'être à l'écoute de son marché. Et c'est aussi un enseignement très start-up, d'être en permanence en itération pour adapter. Ça me parle de une start-up. Et du coup, Vanessa, t'es quelqu'un, on sent, de très connecté avec une vie digitale. Comment tu t'organises plutôt à titre perso pour justement déconnecter? Est-ce que tu t'as réussi à bâtir un équilibre de vie, quelque chose d'un peu... Alors l'équilibre, il est important. Puis d'ailleurs, j'ai une session pour les startups que j'anime, c'est passer à l'échelle. Et justement, la dernière section, c'est penser à vous. En tant que start-upper. Que le burn-out sévit beaucoup dans l'écosystème. Oui, parce que là, c'est un marathon. C'est pas le sprint 1 an, 2 ans quand on s'engage dans son développement, ou quand même on s'engage sur un poste et que, par exemple, on veut devenir un expert en interne, en IA data. On sait très bien, pour acquérir une compétence, pour être un pro dans sa filière, il faut à peu près 10 ans de pratique, 10 ans d'expérience. Voilà. Donc, ça se décrète pas comme ça et c'est un long parcours. Donc je pense que c'est quelque chose que moi je conseille beaucoup et que j'essaye de m'appliquer. Alors bien sûr, des fois on est mal loti soi-même, mais c'est vraiment le concept du tabouret. On a 3 piliers sur un tabouret, c'est super important. Il y a celui, je connais pas ce concept du tabouret. Le tabouret, j'y pense en permanence parce que s'il y a un pied qui est plus court que l'autre, le tabouret il est un peu bancal.
Donc, je trouve l'image plutôt intéressante. Et les 3 pieds, c'est son travail. Enfin, je trouve qu'on trouve son utilité dans la société, sa place dans la société par son travail. Donc oui, c'est important. Par l'empreinte qu'on laisse, par ce qu'on transmet. Le deuxième pilier, c'est son entourage. Donc bien sûr, c'est sa famille, ses amis. Et c'est une part très importante parce qu'il suffit qu'à un moment donné, il y ait des bas au niveau du travail. C'est parce qu'on est entouré que ça ira mieux. Voilà. Et puis le troisième pilier, c'est soi. Penser à soi aussi, ne jamais s'effacer derrière sa famille, ses enfants, ses amis, le travail. Voilà. À un moment donné, non. Si soi-même on a des frustrations, on n'a pas fait ce qu'on voulait dans la journée, etc. On se développe pas. Forcément, on sera frustré. Donc les 3 sont très importants. Donc c'est vivre aussi ses passions à côté. Bien, Vanessa, je pense que ce sera le mot de la fin. J'aime beaucoup ton concept de tabouret et moi je retiens trouver du sens dans son travail, soigner son entourage et penser à soi. Merci beaucoup Vanessa pour ton retour d'expérience riche en start-up. Je dis du coup, pensez à vous, amis de la RH, et à très bientôt.